Donc, pour cette table ronde, nous allons aborder le thème de l'innovation dans les projets d'architecture et les grands projets. C'est un thème particulièrement important en ce moment puisque les villes et les métropoles sont confrontées à des enjeux environnementaux, des enjeux techniques avec l'évolution des normes, et puis l'innovation finalement a toujours fait partie de l'histoire de l'architecture et il n'y a pas de raison que ça change. Donc, on va évoquer aussi des dispositifs qui ont été mis en place par des lois avec le permis d'expérimenter, le permis d'innover, qui sont issus de deux lois, la loi pour la liberté de création dans l'architecture et puis la loi Elan. Et on évoquera aussi au détour de cette table ronde l'appel à projet pour manifestation d'intérêt pour le logement. On va commencer par... Donc autour de sur ce plateau sont réunis aujourd'hui Damien Anthony, qui est présent avec son associé Achille Bourdon, qui est dans la salle aussi. C'est une jeune agence d'architecture lauréate des AJAP il y a quelques années et qui s'intéresse qui a beaucoup d'idées pour inventer des choses, parfois dans des lieux improbables. Anne Demiance, architecte également, qui essaye toujours d'insuffler de l'innovation dans ses projets. Michel Raymond, qui est ici à double titre, à la fois pour représenter l'association des architectes francophones pour la santé, et qui lui-même est un spécialiste de l'architecture de la santé, puisqu'il a travaillé sur de multiples hôpitaux. Et enfin, Michel Klein, qui est directeur général adjoint de la MAF, la Mutuelle des architectes français, et qui va nous éclairer sur l'évolution des normes, l'évolution législative, ce qu'on a le droit de faire quand on veut toujours être assuré. Donc on va commencer par Damien Anthony. Donc Damien, cette jeune agence d'architecture accède à la commande publique et vous inventez des choses avec des maîtres d'ouvrage créatifs. Je vous laisse. Bonjour Christine, bonjour à tous. Oui, alors nous on est l'atelier d'architecture civile pour architecture du système ville qui a choisi un sujet un peu à la base justement qui faisait un pas de côté par rapport à la normalisation du logement et qui travaillait. On n'a pas les images pour l'instant. Si on a juste on va regarder un des projets, mais effectivement de travailler spécifiquement sur la question de la ville productive au sens les filières matérielles qui irriguent la ville, notamment la question de la logistique. Mais aussi d'autres sujets. Et c'est vrai qu'on a eu, en tout cas, de cesse depuis le début, notamment par un travail de recherche, mais aussi par un travail de démarche et de positionnement, d'essayer de travailler l'extension du domaine, je dirais, de compétences de l'architecte, c'est-à-dire l'architecte n'est plus seulement le maître d'œuvre qui va dessiner le projet, mais bien travailler en amont des projets. Donc en fait, l'innovation, pour moi, elle se situe d'abord et avant tout dans une démarche de projet qui est en amont, qui est dans la définition des programmes, dans la définition des enjeux aussi autour de ces programmes, notamment les enjeux de ville productive qu'on a essayé de dévoiler à travers des bâtiments qu'on a pu ensuite mener à bien. Alors ça, c'est un projet qui est en chantier. Voilà, là on est face au Centre Pompidou. Voilà, alors en fait, sur les projets qui sont en cours, aujourd'hui, c'est un projet qu'on mène avec Sogaris, qui est un acteur, une SEM, donc c'est parapublic. Donc on n'a pas tout à fait justement accédé à la commande publique aussi facilement, puisque je parle un peu en tant que génération que des aînés ou que effectivement des commandes publiques qui étaient plus institutionnelles. Et donc on a commencé par notamment des commandes qui sont des commandes parfois dans un cadre privé, mais là c'est un cadre d'innovation qui s'appelle réinventer Paris sous Paris. Et donc en fait c'est comment on arrive à reconquérir les sous-sols de Paris à travers une programmation de logistique particulière qui est aujourd'hui là, c'est un grenier partagé au service des habitants et des commerçants du quartier, juste derrière Beaubourg à Paris, la rue du Grenier Saint-Lazare. Et en fait, vous appelez ça l'immeuble inversé, si j'ai bien compris. Voilà, le principe, c'est qu'on a des tas de sous-sols qui sont inutilisés dans Paris. Il y a 150 000 places de parking vide, par exemple, aujourd'hui, qui ne trouvent pas preneur. Et l'idée, c'est vraiment comment on investit ces parkings, comment on essaye de trouver des usages pour ces parkings et comment, assez concrètement, et on va parler aussi un peu plus précisément de la manière dont on innove au quotidien dans la maîtrise d'œuvre, comment aussi, d'un point de vue réglementaire, on arrive à faire sauter des
verrous qui existent aujourd'hui, notamment avec la question des pompiers, parce qu'en fait, je pense que c'est des sujets qui sont au quotidien des obstacles forcément à l'innovation, puisqu'il y a des questions de sécurité, mais qui doivent être prises comme des opportunités pour à avancer vers des solutions négociées avec les acteurs, notamment les services de l'État, les services des villes et les pompiers notamment. Quand les pompiers sont concernés, il y a des compensations. Donc vous débrouillez avec les lois, vous inventez des choses, vous essayez de trouver votre chemin de cette façon-là, en fait. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, par exemple, sur ce projet, je pense que c'est important. Au-delà, alors, nous, on n'a pas demandé d'ATEX, puisque ici, il faut en parler. On n'a pas demandé parce que, voilà, il y a une critique à faire de l'ATEX que je ne ferai pas. Mais on n'a pas demandé de permis d'expérimenter au sens de la loi ESSOC, parce que c'est un projet qui datait avant. Mais en fait, aujourd'hui, moi, ce que je voudrais aussi faire passer comme message, c'est un peu la question l'esprit, je dirais, de la manière de penser la réponse à la réglementation que les pompiers ont. Pour moi, c'est un bon cadre de référence pour que les administrations des villes, de l'État, des préfectures réfléchissent la question tout simplement de l'application de la réglementation de manière négociée. Nous, c'est-à-dire que les pompiers, c'est des hommes de terrain et c'est une manière en fait de leur rendre hommage, et c'est des gens qui sont pragmatiques. Et en fait, pourquoi je prends l'exemple des pompiers, c'est que dans ce projet, on a pu trouver un modèle économique, par exemple, en se passant de systèmes d'extinction automatique. On a pu trouver une manière avec eux d'intervenir en cas de problème, et ça nous a permis de libérer toute une série de choses, notamment des conditions économiques, mais tout simplement de rendre faisable un projet en sous-sol, puisqu'on est à 6 niveaux de sous-sol, sous la terre, sous Paris, et évidemment ça pose des questions réglementaires qui aujourd'hui sont bloquantes si on n'a pas ce travail de négociation avec les pompiers. Et donc voilà, pour moi c'était un peu le message que je voulais passer, mais on peut regarder aussi l'autre projet. Et là, on va regarder l'autre projet ensuite, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe alors dans ces 6 niveaux de sous-sol et puis à l'étage où on aperçoit autre chose? Oui, alors en fait, c'est un bâtiment qui permet à des commerçants, à des habitants d'avoir un stock tampon toujours disponible pour éviter, parce que les places sont chères. C'est la logistique du dernier kilomètre? C'est la logistique du dernier mètre même, qui a été montée avec notre maître d'ouvrage Chogaris, qui en fait comme une sorte de stock tampon pour les entreprises et les particuliers, de grenier partagé. C'est comme un peu une pièce en plus, mais l'idée c'est qu'il y a un service associé. C'est-à-dire, je ne sais pas, une entreprise qui a besoin de ramettes de papier parce qu'elle en vend régulièrement, mais elle n'a pas envie d'encombrer son espace au rez-de-chaussée commercial. Elle peut avoir ce back-office, on va dire, qui est utile, mais les sous-sols aujourd'hui c'est un vrai sujet. C'est une richesse de la ville. C'est une richesse de la ville, c'est sous-utilisé, c'est très sous-utilisé, mais c'est aussi des verrous réglementaires qui aujourd'hui font qu'on peut pratiquement que mettre des voitures dans les sous-sols. Et donc en fait c'est des nouveaux champs d'intervention d'exploration qu'on essaye à la fois dans la démarche de programmation. On travaille avec le groupe Indigo notamment pour regarder ce qu'on fait avec tous ces sous-sols vides, mais évidemment des verrous réglementaires à faire sauter. Et alors donc là, on est en plein Paris, et puis finalement, il y a les sous-sols, mais il y a aussi les surfaces du périph'. Et donc, si on arrive à... Voilà. Oui, voilà. Alors ça, c'est un projet qu'on a livré en 2021, on a eu la chance de recevoir le prix de la première œuvre spéciale, enfin prix spécial. Et en fait, c'est un bâtiment qui vraiment est sous le périphérique et sur un tunnel. Et là encore, la question de faire, d'avoir une pratique un petit peu pragmatique avec les pompiers pour qu'ils nous autorisent à construire quand même sous un des principaux axes majeurs de Paris. Pour des questions tout simplement de sécurité et de stabilité du périphérique, nous a imposé une connexion avec les services de la ville, notamment des services qui s'occupent de ce périphérique, mais également on a développé une méthodologie, ce qu'on appelle une étude de danger qui a été faite et qui a permis de prouver qu'en cas d'incendie, on n'avait pas de dégâts majeurs. Donc en fait, le fait d'avoir, alors c'est pas des
des solutions d'effet équivalents comme la loi ESSOC 2 le propose, mais c'est déjà une manière d'appliquer une vision négociée de la réponse réglementaire, qui n'est pas une négociation de marchand de tapis avec les pompiers, c'est pas ça, c'est que en cas de problème, justement, on a donné ce qu'on appelle des mesures compensatoires, parce que je pense qu'il faut rentrer un peu dans la technique, voilà, ça, et que c'est-à-dire si on ne répond pas à la réglementation purement, on peut proposer. Et là, on a proposé, bon, je ne vais pas détailler, mais des mesures compensatoires. Là, c'est une connexion directe avec un PC sécurité à l'extérieur, des détections incendie particulières, etc. Je rentre un peu dans le détail, c'est important, parce que c'est ça qui permet de débloquer les situations. On a proposé des mesures compensatoires, évidemment, avec l'accord des bureaux de contrôle, parce que c'est aussi un sujet, c'est pas que le sujet assurantiel dont on va parler, c'est le sujet bureau de contrôle aujourd'hui qui nous empêche aussi de faire de l'architecture, hein, tout simplement. Et donc comment les bureaux de contrôle arrivent aussi à proposer, à être aussi force de proposition ou à accepter des propositions que nous, architectes, on fait. Parce qu'en fait, finalement, c'est aussi un petit peu... C'est un esprit d'équipe, en fait. C'est un esprit d'équipe, mais c'est aussi un esprit de débrouille. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, l'architecte est un petit peu le seul à se débrouiller au service du projet, parfois, un peu seul. Le maître d'ouvrage essaye de pousser aussi. Mais en tout cas, voilà, on a pu, avec le bureau de contrôle et avec les pompiers, faire accepter un projet et des mesures compensatoires parce qu'on n'arrivait pas à répondre à toutes les réglementations en même temps, qui d'ailleurs sont parfois contradictoires les unes avec les autres. Hein, mais c'est trop long, ça serait trop long ici. Voilà. Voilà. Mais donc voilà, ça c'était un peu pour dire que c'est une méthode qui pour nous pourrait être, je dirais, c'est une démarche. Je sais pas, l'esprit pompier, comme on peut, je sais pas, comme on peut l'appeler. Oui, tout à fait, c'est intéressant. C'était les premiers qui ont permis des compensations Pour moi, c'est un modèle de fonctionnement qui pourrait être étendu aux administrations publiques, de dire voilà, oui, on respecte pas tout, mais il y a l'obligation de résultat. Si on propose des mesures compensatoires pour que l'esprit de la loi soit respecté, c'est-à-dire un peu la loi souple. C'est-à-dire avoir une application souple de la loi et pas seulement réglementaire, ça débloquerait beaucoup de situations comme j'espère le permis d'expérimenter le fera. Bon, et maintenant, merci beaucoup, on va passer à Anne de Miance. Donc Anne, on va parler avec vous de 2 projets, un à Strasbourg, un autre à Aubervilliers. Et on attend juste que les images se mettent en place. Peut-être évoquer en 5 minutes un sujet qui sera repris dans une autre table ronde, qui est l'appel à manifestation d'intérêt pour le logement, qui est porté par le ministère de la Culture. Et on a 2 mots à en dire peut-être pour l'évoquer, puisqu'il en sera question dans une autre table ronde cet après-midi ou demain. Et ensuite, on attaque donc sur les Black Swans à Strasbourg, un projet où vous avez beaucoup à dire en matière d'innovation. Alors, oui. Oui, Christine, en fait, et puis je relayerai le propos qui vient d'être dit. La question du jury, déjà, de l'appel à manifestation d'intérêt. Ce qui était très important, c'est que je pense que c'est le point de départ, et c'est pas du tout, on va dire, on est le point de départ d'une grande réflexion sur l'innovation. L'appel à manifestation d'intérêt, c'est quoi? Qui a été lancé par le ministère de la Culture. C'est lancer à travers le territoire des réflexions sur toutes ces situations un peu particulières qu'on pourrait tester et gérer en fait une certaine interdépendance entre des forces vives de création et les, on va dire, difficultés qu'on pourrait rencontrer. Donc l'appel à manifestation d'intérêt, il faut bien voir dans quel cadre ça s'inscrit. C'est quand même 2 ministères qui ont lancé cet appel à manifestation d'intérêt, donc c'est assez important, c'est à la fois le logement et le ministère de la Culture. Donc il y a quand même déjà, on sent des passerelles nécessaires parce qu'il y a une sorte d'appréciation en fait que on n'arrivera pas à résoudre la complexité des problèmes qui sont à faire évoluer simplement en étant chacun dans sa zone d'expertise. Donc là, le 3 octobre, le 3 mars, il y avait eu donc un jury qui a sélectionné 100 projets. Et c'est dans la suite logique de ce qu'avait fait Pierre-René Lemas, en fait, qui a travaillé sur dans la foulée de rapports qui sont véritablement engagés depuis plusieurs années maintenant. Voilà, exactement. Qui avait cherché à initier un regard en fait, sur le logement quant à sa qualité dans son insertion dans un site,
sa capacité à évoluer. Et donc là, il avait proposé d'avoir 50 000 logements qui seraient faits à titre d'expérimentation. Et ce qui serait intéressant, c'est qu'il y a un retour sur chacun de ces cas qui se passe sur l'Hexagone. Donc, à mon sens, ce qui est important, c'est le suivi qui va être donné à ces projets. Le suivi, le retour d'expérience et l'évolution. Bon. Maintenant, on va passer donc à ce projet que nous avons sous les yeux, les Black Swan à Strasbourg. Donc, permis d'innover, quelles innovations, comment s'est passée cette affaire, des immeubles flexibles, des immeubles très présents dans la ville, des immeubles qui appartiennent à la ville d'aujourd'hui, qui appartiendront à celle de demain, donc qui ont un petit cycle de vie qu'on peut anticiper. Et puis, il peut y avoir aussi des choses qu'on ne prévoit pas, si j'ai bien saisi. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, je considère que tout ce qui est, on va dire, initié aujourd'hui, c'est réellement moins considéré cas par cas, c'est-à-dire, certes, c'est un morceau de ville, hein, quand même, c'est 30 000 m² à Strasbourg, c'est assez important. Mais surtout, ce qui est important, c'est que pour construire la ville de demain, il faut penser la ville comme un organisme vivant dont on travaillerait sur sa capacité à évoluer quant à ses usages et à créer de la mobilité entre ces différents usages. Donc il y a vraiment cette idée d'agilité. Donc je voulais présenter effectivement rapidement deux projets, l'un qui est réalisé. On peut changer les... Voilà. Et ce qui est important, en fait, c'est à travers les Black Swan, pour moi, c'est un projet théorique réalisé. En ce sens que ce que j'ai essayé de démontrer à travers ce projet, c'est qu'il y a 3 échelles qui sont extrêmement importantes. Non, c'est peut-être l'image. 3 échelles très importantes, c'est la question du territoire, du quartier et du bâtiment. Et qu'on n'arrivera pas à faire évoluer en fait un regard sur la ville sans prendre en compte cette complémentarité d'échelle. Ce projet, il n'a pas de sens si on le considère en tant que bâtiment. Mais on le voit dans la ville, par rapport aux mobilités, par rapport au quartier. Voilà, sur la question de la mobilité, en fait, ce projet, il est bien né parce qu'il se trouvait que Catherine Trottmann et Roland Ries avaient installé des transports doux avec le tramway. Le long des berges, il y a des vélos. Et ce projet, il n'a fait qu'accompagner une certaine idée moderne de la ville, que la ville de demain sera forcément assez fluide sur la mobilité. Et sur la question de l'accessibilité, moi je pense que c'est un point d'entrée indissociable d'une réflexion. Parce qu'on a souvent voulu faire la ville sur une table rase et on se dit ça va générer une vie. Non, ça ne génère pas la vie. Il faut pouvoir y accéder. Et là, ce qui est très vertueux, c'est qu'on est sur un ancien site industriel qu'on revitalise. Donc c'est pas... Donc c'est vrai que là on voit véritablement la ville telle qu'elle se transforme aujourd'hui en prenant en compte la nature, la mobilité, le commerce, les activités et la flexibilité. Exactement. Donc là... Donc en fait, oui, ce que j'ai cherché à faire à travers ce projet aussi, c'est que souvent l'architecture contemporaine, c'est un repoussoir. Parce qu'on vient... non. Hein non. Oui, mais trop souvent, parce qu'on va dire que ce soit à Dunkerque, à Nice... ou à Cannes, on fait un peu les mêmes architectures avec des architectes qui sont plus que des designers. Et moi, il me semble que la question de la légitimité d'un projet, c'est quand on arrive à faire basculer cette dimension à la fois historique ou artistique. Là, en fait, le projet, il tire sa légitimité d'une certaine émotion, c'est-à-dire que je transforme les signes blancs en Black Swan, directement tirés du film d'Aronofsky, et qui vient qu'il y a une sorte d'association entre le site, un ancien site industriel, donc une certaine densité, un projet, une esthétique qui est basée en fait sur l'idée que en fait un projet, c'est avant tout une qualité de construction, et que pour y arriver, la dimension industrielle, c'est pas forcément mal, et qu'il peut y avoir cette idée d'un travail sériel sur l'idée. Si on peut passer à la diapo suivante, sur l'idée que en fait penser bureau ou penser logement, parce que ce que j'ai pas dit, c'était un projet qui était extrêmement mixte, bureau, logement, et qui peut se transformer à tout moment dans sa vie, résidence étudiant. Et donc, moi, ça m'a paru complètement inepte en 2014 de considérer que j'allais faire une esthétique de logement, une esthétique de bureau, et dire que ceux qui avaient programmé le programme, justement, avait des chances que ce soit bon dans 50 ans. C'est absolument pas vrai. Entre le temps, j'ai gagné le concours et on l'a réalisé. Le programme a déjà bougé à 50%. Je ne sais pas si tu vois, c'est énorme. Logique. Et donc, ce que je défends à travers ce projet, c'est l'idée qu'une esthétique de bureau ou une esthétique de logement, c'est pas si différent. Il faut juste de la lumière. Il faut des espaces extérieurs. Là, ce qui est arrivé le démontre.
Et donc maintenant, dans cette question de l'agilité, on est bien, je pense, dans un enjeu. Mon voisin a parlé de réglementation. Il est, on va dire, juste temps d'acter qu'en fait, on n'a pas besoin de travailler comme ça en spécificité programmatique. Il faut laisser... Donc voilà, là, encore une autre image qui montre justement les trames, les hauteurs sous plafond et la façon dont on peut passer d'une chose à l'autre. Voilà, en fait, c'est le loft déjà dans le bâtiment avant que des immeubles industriels soient transformés en loft, en fait, finalement. C'est un peu inverser l'histoire pour montrer que l'histoire se renouvelle et que c'est une mutation permanente, en fait, ce qui était déjà l'esprit de l'haussmannien d'une certaine façon aussi, en fait. Oui, la question de la mutabilité. Et c'est adapté à la ville d'aujourd'hui. Absolument, tu as raison. Et d'autant que cette question de flexibilité, c'est absolument pas neuf comme réflexion. Julien Gadet, dans la Poste du Louvre, parce que je vois qu'il y a Dominique là, qui est là, il a réalisé ce magnifique projet de la Poste du Louvre. En fait, c'est un magnifique théoricien de la réversibilité que je ne fais que transposer aujourd'hui parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, la question d'un organisme vivant qui est la ville, c'est-à-dire qu'il faut changer de paradigme. C'est pas le bâtiment qui est en jeu. Oui, elle est engagée d'emblée. C'est le bâtiment dans la ville, dans le territoire. Tout à fait. Tant qu'on n'aura pas agi sur cet aspect-là, je pense qu'on continuera à faire des pirouettes plus ou moins réussies selon les quartiers. Alors, on va passer... oui, assez rapidement. En fait, alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est avec ICAD en fait qu'on a fait ce projet. ICAD, donc c'est une émanation de la Caisse des dépôts, donc public-privé, c'est quand même pas insignifiant. Ça veut vraiment dire qu'il y a cette conscience en fait de l'intérêt de l'architecture comme un intérêt public dans une idée d'une économie complètement viable et qui installe la question de l'architecture dans le temps long. C'est-à-dire que de pouvoir imaginer la transformation des villes, c'est redonner de la valeur aux villes dans sa capacité. Et puis surtout, si on veut arriver à avoir une ville décarbonée, il faut arriver à penser ces mutations sans avoir à construire et démolir. Là, à Aubervilliers, donc, on se trouve aux portes de Paris, dans les anciens sites des magasins généraux qui est la propriété d'ICAD. Voilà, et qui est un site quand même que tous les Parisiens connaissent, ont vu évoluer en quelques années. Justement. Voilà, c'est pour ça que je propose un projet hybride, parce que en fait, le rez-de-chaussée, qui est un socle actif, va garder sa morphologie d'entrepôt, d'activité, donc très ouvert sur la ville, et la partie haute sera des bâtiments réversibles, bureaux-logements. Donc je continue avec ICAD, ce qu'on avait fait sur les Black Swan, encore ce rapport au temps long. C'est-à-dire que ce n'est pas one shot. Et on avait déposé un label qui s'appelle Immeuble à destination indéterminée pour réellement acter que, on va dire, il est urgent de ne pas figer trop tôt la destination d'un bâtiment. D'un bâtiment, bien sûr. Là, en milieu, donc en fait, d'un point de vue, tout commence avec le dispositif du projet dans le site, c'est-à-dire ces deux U inversés qui dégagent au centre une sorte de poumon vert. C'est-à-dire que moi, j'avoue que la question de l'environnement, je trouve que chaque chose doit être à sa place. C'est orienté nord-sud. Et on est dans une sorte de puits carbone, en fait, intéressant. Après, ça, c'est les différentes activités du socle actif, des terrasses qu'on aura, parce que c'est vraiment l'idée, je pense, de la multiplicité des usages. Mais c'est pas nouveau, mais il faut se donner le cadre réglementaire et réellement le faire. Parce que les Black Swan, c'est le premier projet réalisé sur ce principe-là. Les Aubervilliers, ça serait le premier projet qu'on réalise avec la possibilité que les logements aient 3,30 m sous plafond. Voilà, ce qui est important aussi. Voilà, c'est-à-dire que c'est additionner les qualités de chacun des programmes. C'est-à-dire qu'on additionne la possibilité d'avoir un balcon extérieur pour tous. Moi, je le fais filant. En plus, la hauteur des logements est quand même un sujet dont on parle peu, alors que, vu le coût du logement et leur explosion qui s'annonce encore plus avec la RE 2020, il est évident qu'acheter du volume quand on n'a pas l'argent pour les mètres carrés, c'est toujours intéressant. Donc c'est un vrai sujet aujourd'hui, je pense. Surtout que ça a une efficacité immédiate. La hauteur, c'est de la profondeur. La profondeur, c'est de l'inertie thermique. Et donc, en fait, on arrive à considérer qu'un logement plus haut, il peut être plus profond. Donc, on ne trouve pas si différent que ça, en fait, en termes de largeur, de morphologie de bâtiment. Et là, pour justifier, en fait, une certaine sophistication de ma façade, c'est l'idée... Non, on peut revenir. C'est le garde-corps qui est transparent en partie haute pour dégager la vue, et la partie basse est un brise-soleil. Donc, qui fait que ça me permet de diminuer les stores nécessaires pour protéger du soleil,
Et ça permet d'avoir des dispositifs passifs qui, pour moi, sont le gage d'une vraie attention environnementale. Voilà. Ce qui est intéressant dans vos deux interventions là, tous les deux, après on va continuer dans ce sens, mais en fait ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que un pas en avant en met un autre, et en fait il y a une sorte d'engrenage de l'innovation qui s'instaure petit à petit et qui prend en compte véritablement diverses facettes, aussi bien architecturales que constructives, que techniques, qu'industrielles, réglementaires bien évidemment. Merci Anne. Michel ? Donc Michel Raymond va d'abord nous parler de l'association des architectes francophones pour la santé, en sachant que finalement les Français tirent bien leur bille dans l'hospitalier, puisque je trouve que c'est l'un des secteurs où les Français s'exportent très bien et ont des compétences reconnues et où ils sont peut-être plus organisés que dans d'autres secteurs où on tend plutôt à privilégier des concepteurs venus d'ailleurs. Ça marche, oui. Oui, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Je pense aussi j'aime que tu rendes ça plus compliqué. Oui. Je pense qu'il y a un gros déficit de qualité architecturale dans l'architecture hospitalière. Mais avant tout, je dirais, pourquoi on a créé cette association, c'est que la qualité architecturale pour les gens qui la financent, pour les hôpitaux, qui financent les hôpitaux, c'est assez catastrophiquement résumé à un rapport de surface utile, surface dans l'œuvre. Un projet qui ne passe pas sous ce critère-là est viré. Ça ne marche pas. Donc c'est impossible d'innover, c'est impossible de faire de la qualité quand on respecte ce ratio. Je vais en parler de ça juste après. Bachin. Donc moi je me suis retrouvé travailler en Belgique sur un très gros projet. Donc en Belgique on parle français, on a des ingénieurs, on a des architectes. Les concours ne sont pas la même chose. Le programme, c'est pas la même chose. Et j'ai découvert que ça n'avait rien à voir, la manière de travailler. Je crois me souvenir que tu m'avais dit un jour qu'un programme d'hôpital en France, c'est comme ça, et en Belgique, c'est comme ça. Un programme d'hôpital en France, c'est 500 pages qu'on vous balance, on vous explique même jusque le nombre de revues qu'il doit y avoir sur la table de la banque d'accueil, etc. Et on est ficelé dans l'anonymat le plus total à faire un projet complètement avec des règles comme ça, sans savoir trop où on va, sans comprendre vraiment les usages qui sont résumés dans ce programme. En Belgique, on fait un concours, alors qui n'est pas rémunéré, avec un programme de 20 pages qui donne des indications, et après on fait un projet, et une fois qu'on fait le projet, on fait le programme avec les utilisateurs face à eux, dans un dialogue qui est très très riche. Et ça, c'est complètement différent. Et donc, on s'est retrouvés, nous, architectes français, architectes belges, architectes canadiens même, à se dire, il y a un problème. Et la comparaison de ces différentes manières de travailler pourrait être l'occasion de réviser un peu les manières de travailler françaises. Et ça pourrait être très intéressant. Donc on a fait cette association d'architectes qui réfléchissent sur comment faire, qui se reposent les questions de comment retrouver la qualité, comment retrouver tout ça. Donc on a des commissions qui sont comme ça, évaluation de l'efficience des projets hospitaliers, il manque un mot. Ça, c'est vos groupes de travail, en fait. Tous les groupes de travail où on travaille vraiment depuis 3 ans. On produit des documents, on va produire des petits bouquins qui seront d'ailleurs édités, je crois, par le ministère de la Culture prochainement. Qu'est-ce que c'est ? Il y a une des questions principales qui est là, le programme. Concevoir par l'usage. Le groupe de travail numéro 3, concevoir par l'usage. Et là, on compare la manière française, la manière belge et même d'autres manières pour voir comment ces questions-là sont possibles. J'ai remarqué, moi, une chose très passionnante à découvrir quand on est en Belgique. Ça paraît complètement... À chaque fois que je vais en Belgique et que je me retrouve face à mon maître d'ouvrage, ça paraît invraisemblable à dire. Hein ? Ouais, mais un maître d'ouvrage belge, face à un maître d'œuvre, il lui fait confiance. Mais c'est hallucinant. Tu fais un contrat d'architecte en Belgique, il n'y a pas une seule fois le mot pénalité. Ça n'existe pas. On est dans un travail de confiance, un travail ensemble. Alors c'est vrai que les architectes belges sont des boîtes très grosses, qui sont hyper bien structurées, mais il y a une espèce de différence invraisemblable. Et donc après, le projet se fait forcément complètement différemment. En France, d'une manière assez naturelle, finalement, dans le dialogue. Dès qu'on dépasse de 2%, on a des pénalités jusque-là, où on se fait engueuler, il faut enlever le machin. Là-bas, ça ne se pose pas comme ça. Le prix se fait en avançant avec le client et en totale transparence, en totale confiance. Bon, bref, tout ça, c'est pour dire que
cette différence-là pose question. Et on se dit, on fait des groupes de travail qui réfléchissent à cette question-là. Et ça rejoint une question que moi, donc le projet qu'on fait en Belgique, c'est l'image d'après. Donc c'est un projet de 140 000 mètres carrés, donc carrément. Non, c'était l'image, ça c'est juste après, ouais. Voilà ça. Voilà, donc là où on est où? Là c'est à côté de Bruxelles, c'est très, très amusant parce que c'est un projet qui se retrouve, quand on a fait le concours, on s'est retrouvé, je suis sorti du métro. Et le métro, il avait des poteaux en forme de tronc d'arbre, une dalle en forme d'écorce. Et j'ai dit, mais c'est la mémé de Lucien Kroll. Donc la mémé de Lucien Kroll, c'est à 100 mètres de ça, de l'autre côté de la rue, entièrement coupée par... Enfin bon, c'est pas le sujet du truc, mais je le raconte quand même. Entièrement coupée de l'hôpital par une espèce de système de passerelle invraisemblable pour franchir de la ville à l'hôpital. Mais se retrouver... moi, j'ai fait, le stand de la Biennale de l'AUA en 76. Il y avait l'AUA, Bofill et Lucien Kroll. J'étais au milieu entre Bofill et Lucien Kroll, quoi. Et c'était assez amusant de voir quand même comment l'architecture peut être résumée par ces trois approches comme ça. Lucien Kroll, et son bâtiment tient extrêmement bien la route, hein, à 200 mètres de ça sur la droite. Tu lui rends hommage quand même par ton intervention aussi. Donc l'idée, c'est que c'est un bâtiment qui a l'air de rien, mais bon, on n'est pas là pour parler de ce bâtiment-là, vraiment. Non, parce qu'on est là pour parler d'innovation sur les hospices de Lyon. Sur les usages, voilà, oui. Mais c'est un bâtiment qui fait 200 mètres de long, 50 mètres de haut, et tout est fait pour qu'il ressemble à... En fait, on a voulu faire un bâtiment qui était totalement inspiré de la première image de film Manhattan de Woody Allen. On voit un panorama urbain, et c'est un espèce de compression de panorama urbain, tout simplement. Donc, voilà. Comme quoi le cinéma influence beaucoup l'architecture en général. Voilà, donc c'est pour éviter de faire une machine. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'après, moi, quand j'étais à l'école, je me suis retrouvé, la question des usages, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup on va revenir à la première image. Là, la question des usages m'a toujours beaucoup préoccupé. J'étais en seconde année, on m'a dit, c'était 2 ans après mai 68, Seriani me dit fais un logement pour une famille. Moi, en 70, faire un logement pour une famille... Michel, je voudrais que nous revenions sur les hospices de Lyon. On va y arriver. L'innovation. Là, on est mal parti. Si, on est parti sur la définition du programme et de l'usage. D'accord. C'est une vraie question, ça. Et moi, à l'école, je dis, tant que je ne sais pas quel est le programme, je ne sais pas faire un projet. Voilà. Et quand c'est le programme, c'est à moi de l'écrire, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un grand Manitou qui s'est décidé du programme pour que d'autres habitent dans ce que je fais. Ça, je ne veux pas faire ça. Et donc, quand je me suis retrouvé à l'école comme ça, j'ai arrêté pendant 2 ans, je suis allé me balader, et je suis revenu après avoir réfléchi, et ça. Et après, à chacun de mes projets, donc ça, on peut voir, on peut tourner les projets rapidement. Ça, c'est une école de chimie que j'ai fait à Toulouse, ça, c'est les laboratoires de la police scientifique que j'ai fait à Lyon. Après, c'est un stade de foot à Reims que j'ai fait. Et enfin, le projet Boréal. Et j'y connais rien en chimie, j'y connais rien en foot, j'y connais rien en police, et j'y connais rien, et je suis pas malade. Donc toutes ces choses-là, j'ai besoin d'un programme, et donc je suis un maniaque et je pense que nous, architectes, dans ces sujets-là, on est maniaque de l'analyse fine du programme, et on se retrouve quand même devant un mur parce qu'on ne comprend pas ce que c'est ce programme, on ne comprend pas tout ce qui est dit, on essaie de comprendre. Donc je me mets à chaque fois, je paye dans mon équipe des gens très compétents, des programmistes de foot, des programmistes hospitaliers, des programmistes de police, des programmistes de chimie, pour m'aider à comprendre le programme, pour faire un bâtiment qui va comprendre les utilisateurs. Et là, je me suis retrouvé dans ce projet-là. Et là, en fait, si j'ai bien saisi, donc ce qui se passe à Boréal, projet Boréal pour les hospices civils de Lyon, ce sont des méthodes finalement inspirées de l'aéronautique et de l'automobile qui ont permis d'élaborer le programme. Donc, les programmes, justement, sont d'habitude faits avec des moyens... très classique, un programmiste qui est payé le moins cher possible va interroger des gens à droite à gauche pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans le programme, et c'est très vite fait, c'est plus ou moins bien fait, bon, on va dire que c'est bien fait, mais enfin c'est pas parfait, et tout n'est pas... le nombre d'utilisateurs consultés, c'est ceux qui veulent bien venir, et le programme est en général assez court, quoi. Et là, je me suis retrouvé à être consulté pour faire ce concours, et on l'a gagné, et j'ai découvert quelque chose d'hallucinant. Il y a 200 personnes qui ont réfléchi pendant... Déjà, on a découvert qu'avant qu'on arrive, avant que le programme soit fait, la directrice, qui est une dame extrêmement déterminée, a décidé de revisiter tout le process de travail de son personnel,
par la méthode du Lean Design. Il y a 200 personnes qui ont travaillé pendant 2 ans à raison de plusieurs jours par semaine, en continu, et c'était toujours les mêmes qui venaient, et organisés par la méthode du Lean Design. Donc je ne vous expliquerai pas trop la méthode du Lean Design parce que c'est très très sophistiqué. Et ils ont revisité leur manière de travailler ensemble avec beaucoup d'engagement. Et après, le programmiste est arrivé. En base, il a fait le programme avec ces mêmes 200 personnes. Et nous, on s'est retrouvés, toujours pareil, avec ce pavé de 500 pages. Mais dans ce pavé de 500 pages, on avait vraiment le sentiment que ce qui était écrit dedans était vraiment, en le lisant, au fur et à mesure qu'on avançait dans le lisant, on avait vraiment le sentiment que c'était étayé par une vraie pratique, quoi. Ce programme, il ne ressemblait pas à un autre, comme ça. Alors, l'intérêt, c'est toujours de concilier, donc dans l'hospitalier, les intérêts des soignants, le nombre de pas, et puis également les intérêts des malades. C'est une des séances de Kaizen pendant le programme, avant que le concours soit, avant qu'on ait été lauréat. Il y en a 10 000 comme ça, c'est des captures d'écran du film qu'ils ont fait. Et les gens se réunissent, ils prennent les plans, comment on va faire la réa, est-ce qu'on va les mettre les chambres par 4, est-ce qu'on va les mettre en équerre. Ils ont prévu ça, ils ont fait des maquettes en carton, ils ont fait ça, et petit à petit, ils ont fait le programme. Et là, une fois qu'on a gagné, on a continué cette méthode. Alors ça nous a pris pas mal de temps, c'est-à-dire qu'on avait trop... Non, il faut rester sur cette image-là, voilà. Et là, c'était pendant la PS, pendant la PD et un peu pendant le Pro, 3 jours par semaine. Donc ça a commencé au début du Covid. Donc j'allais dire qu'entre Covid et marée, on a fait le projet. Là, c'est pour ça qu'il y a plus de 100 personnes, parce qu'il y a les 3/4, ils sont en visio. Et le projet, on le montrait tous les mois, pendant 3 jours de suite, à des utilisateurs qui nous corrigeaient. Et sur cet grand iPad qui est là-bas, on corrigeait les plans, on déplaçait la porte. Et à la fois, nous, et ce qui était passionnant, c'est que donc, il y avait 200 personnes toujours qui assistaient toute la journée, hein, y compris le grand médecin qui est devenu patron de l'hôpital et tout, pour participer au truc. Et ils comprenaient à la fois comment nous, on composait notre plan, et nous, on comprenait comment fabriquer leurs usages, comment ils allaient vivre dans le bâtiment. Et il y avait vraiment une espèce d'intimité, une communion presque de ça. Et on est arrivé à un truc que j'ai jamais vu dans l'hospitalier à la fin de la PD, c'est que tout le monde était d'accord sur les plans, quoi. J'ai jamais vu ça, quoi. Jamais vu ça. Et la directrice a dit, bah maintenant, la PD c'est fini, vous êtes tous d'accord, bah on se retrouve à la livraison du bâtiment. Et tout le monde a dit OK. Et il reste un peu de travail pour aller jusqu'à la livraison, en fait. Voilà. Et donc ça, c'est juste pour montrer comment le projet, notre travail architectural a finalement été fait un peu de la même façon. C'est-à-dire que c'est un projet où il y a 30 blocs opératoires, je sais pas quoi, 50 salles de réanimation, de la logistique et des urgences. Il n'y a que des choses très techniques. Et on a fait le projet comme ça, un peu comme des gamins, en fait. C'est un projet qu'on a fait comme des gamins. C'est-à-dire qu'on a pris chaque pièce. Un petit cube, c'est un bloc opératoire avec sa machine. Une petite carré jaune, c'est une salle de réanimation, etc., etc. Et on a fait le projet comme ça, comme des gamins, en 3D. On a composé le projet comme si c'était du Lego, d'ailleurs. Ouais, on a fait la maquette en Lego ailleurs. Et le projet, c'est ça. Donc après, comme c'est boîtier neuf, boîtier réhabilitation, ben, l'image d'après, on voit que ce qui reste du neuf. C'est peut-être fait l'image d'après. Voilà, donc le bâtiment, c'est ça. Puis finalement, maintenant, en vrai, en perspective de concours, voilà, ça donne ça. Où on retrouve exactement l'image, la composition du projet, qui est l'écriture exacte du programme, avec beaucoup de littéralité, comme ça. C'est un projet, moi j'aime bien quand on fait de l'architecture, c'est une maman, un papa qui se balade avec son gamin. Le gamin lui demande, mais c'est quoi ça? Bah regarde, tu comprends, tu vois, ça c'est un bloc, ça c'est une chambre, on comprend tout de suite. Voilà. Et je pense que l'architecture, elle doit avoir cette simplicité, cette humilité-là, et en même temps cette grandeur, parce que c'est assez, voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, arriver à aller au bout de l'interaction des usages entre le concepteur. Alors cette méthode-là, elle est très complexe. En Belgique, on le fait parce qu'on travaille en direct avec les gens au fur et à mesure qu'on fait le projet. On a mis en point des outils immersifs, tout ça pour que les gens soient dans la pièce pour comprendre. Enfin voilà quoi. Et ça change beaucoup de choses et ça change. Et puis l'état d'esprit autour du projet qui se fabrique en même temps. Ben voilà. Et ça, c'est très important. Et à la fin, les gens sont satisfaits du projet parce que le construire pour casser tout à la livraison, ça se fait très souvent dans l'hospitalier et c'est quand même dramatique. Bon, Michel, merci beaucoup. Je vais te demander de passer ton micro à Michel Klein maintenant. Donc Michel Klein, directeur général adjoint de la MAF. Tout ça, c'est des beaux projets, mais il y a quand même des normes, des règlements. Oui. Vous êtes assureur.
Alors, comment se débrouille-t-on avec tout ça? Est-ce qu'on peut déroger autant qu'on le veut? Qu'est-ce qui bloque le plus? Est-ce que c'est les normes? Est-ce que c'est les règlements? Est-ce que c'est les lois? Nous vous écoutons religieusement. Alors, je vais effectivement essayer de vous expliquer en quelques minutes le contexte dans lequel nous sommes. Et je dirais que au-delà de la normalisation des risques tels qu'on l'entendait au moment de la loi Spinetta par l'apport du contrôleur technique, il faut savoir aujourd'hui que si on peut avancer, il y a Oui. Christine. Voilà. Il y a en France une particularité, c'est que nous avons toujours en tête une normalisation très forte du réglementaire. Là, il est un peu... Je ne sais pas si vous voulez pointer. C'est-à-dire que mon schéma n'est pas tout à fait dans la forme. Il est sur le PowerPoint, donc je pense que c'est l'écran qui doit faire ça. Bon, en tout cas, simplement, normalement, il y a une autre colonne à droite qui va vous montrer l'ensemble des textes, donc règlements, donc tout ce qui est réglementaire, les lois, les décrets, les arrêtés. Voilà. Ça arrive. Il faut attendre. Voilà. Et vous avez également toutes ces lois qui sont codifiées. Et nous avons effectivement, je me lève pour parler. Donc pour arriver à cette codification, nous allons avoir des objectifs généraux et puis, bien évidemment, des résultats minimaux. Et vous avez sur la gauche ce fameux cercle. Et là, vous avez une particularité française, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de sujets qui vont vous parler, ATEC, ATEX, ETN, enquête technique nouvelle. Vous avez notamment la problématique des DTU, vous avez un certain nombre de normalisations qui ne sont pas des normes étatiques, mais une normalisation qui est imposée, je dirais malheureusement aujourd'hui, du fait du système d'assurance en place en France, et notamment cette fameuse loi Spinetta, par les assureurs. Et quand vous voyez aujourd'hui ces fameuses normes obligatoires, ce gros rond rouge avec du noir autour, aujourd'hui nous avons 4000 normes en France, et sur les 4000, il y en a 100 seulement qui sont obligatoires. Donc tout le reste sont des normes qui sont imposées, alors soit par effectivement les assureurs, mais également par les maîtres d'ouvrage, puisque quand vous avez des marchés, notamment des marchés d'entreprise dans lesquels vous leur demandez d'être respecter les DTU, c'est vous qui mettez une contrainte qui n'est pas aujourd'hui réglementaire, mais normative. Voilà. Donc nous avons nous-mêmes créé, et fort heureusement, parce que nous avons aujourd'hui une loi Spinetta qui est un véritable carcan, puisque les assureurs n'ont aucun moyen de partager le risque avec les maîtres d'ouvrage. Donc quand j'ai les assureurs, parce que l'assureur, c'est quand même la cible finale en matière d'assurance décennale, puisque vous avez une obligation d'assurance. Un assureur décennal ne peut pas opposer de plafond de garantie, ne peut pas opposer de franchise aux bénéficiaires des garanties. Ça veut dire qu'il est en risque total, sans aucune possibilité de partage avec la maîtrise d'ouvrage. Voilà. Donc ça, quand on comprend effectivement le schéma, on comprend que les assureurs souhaitent et imposent un certain nombre d'applications de règles qui sont les DTU, qui sont des règles professionnelles. Par exemple, aujourd'hui, on peut faire de la paille en isolation parce qu'il existe des règles professionnelles. Jusqu'à quelques années, c'était totalement improbable et difficile à mettre en œuvre. Donc, c'est mieux comme ça. Merci. Oui. Effectivement, on voit que notre monde est complexe, mais qu'il n'est pas complexe uniquement par la réglementation. Il est complexe aussi par la loi qui vient imposer aux constructeurs des responsabilités lourdes et des assureurs derrière qui assurent et qui vont aussi imposer un certain nombre de contraintes. Alors, dès à présent, je peux vous faire un aveu, la MAF, et c'est un peu particulier par rapport à son ADN, n'a pas dans ses contrats cette contrainte de recours aux techniques courantes. Vous savez, cette fameuse clause que vous trouvez dans tous les contrats d'assurance des entreprises et des bureaux d'études notamment qui ne sont pas assurés auprès du groupe MAF. C'est-à-dire que lorsque vous allez être face à une opération dans laquelle vous allez vouloir faire de l'innovation, utiliser des matériaux qui n'ont pas d'avis technique, tout à l'heure vous parliez d'ATEX, je veux dire s'il n'y a pas d'ATEX, il n'y aura pas de garantie de l'entreprise automatiquement. Il va y avoir un vrai sujet. Et c'est un peu notre quotidien à la MAF. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec des refus de garantie au moment du sinistre, de la part de l'assureur de l'entreprise, en estimant qu'il n'y a pas d'ATEX et que l'ATEX était obligatoire. Donc, les architectes ont cette capacité aujourd'hui à innover parce que la MAF est faite de cette façon-là et parce que nous sommes une mutuelle d'architectes avec des architectes au conseil d'administration qui nous demandent de laisser les architectes faire leur métier, mais vous êtes à peu près les seuls sur le marché à avoir cette capacité. Alors, nous avons quand même une chance aujourd'hui, c'est que nous avons ESSOC. Vous savez, on va avancer, Christine. Oui, nous avons ESSOC. Alors ESSOC, on a connu ESSOC 1. Alors ESSOC 1, ça a été notamment ce permis d'expérimenter, qui n'a pas connu un franc succès, parce que je crois que le nombre d'utilisations est extrêmement limité.
Et nous avons ESSOC 2. Alors ESSOC 2, c'est un gros travail, puisque c'est la réécriture du Code de la construction et de l'habitation, du livre 1, auquel d'ailleurs nous avons participé à la MAF, à cette réécriture. Et l'objectif, c'était effectivement de faciliter la réalisation de projets de construction avec notamment le recours à l'innovation. Nous avons ces fameuses solutions d'effet équivalent. Et donc, on peut partir du principe que cette réécriture du livre 1 va permettre de contourner un certain nombre de contraintes. Alors, je dirais que dès à présent, les contraintes qui sont liées à la réglementation, effectivement, en arrivant à des solutions d'effet équivalent, on va pouvoir les contourner. Les contraintes qui sont liées à l'assurance, là, c'est encore plus compliqué, parce que ça reste un sujet. C'est là qu'on voit que finalement, il y a des choses où on peut jouer, d'autres choses où on est très bloqué. On peut jouer, mais d'une façon les règles du différente. jeu. Et il va falloir effectivement préparer des dossiers. Ouais. Il y a un autre sujet. Aujourd'hui, quand vous êtes sur la loi Elan, on vous dit qu'il faut pousser les matériaux biosourcés, qu'il faut pousser le réemploi. La RE 2020 nous impose également cette capacité pour rentrer dans les normes. Et on voit effectivement que derrière, on a des problèmes d'assurance. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place. Mais je dirais que notre grand carcan, c'est quand même cette fameuse loi Spinetta qui est aujourd'hui incontournable et qui est d'ordre public. Donc on ne peut absolument rien y faire. On peut avancer, Christine ? Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement une philosophie avec le ESSOC 2 qui est très intéressante, puisqu'on va pouvoir, quelle que soit la technique de construction, toute solution va être valable. Donc, on a quand même élargi énormément le recours à l'effet de solutions équivalentes, puisqu'aujourd'hui, c'est pratiquement sur tous les sujets du Code de la construction et de l'habitation où on peut utiliser des effets d'équivalence. Mais il va y avoir quand même un certain nombre de contraintes. Ça veut dire qu'il va falloir effectivement répondre à ces objectifs qui sont aujourd'hui dans le CCH, qui vont notamment être cette obligation de respecter un résultat minimum, bien évidemment. Et puis, il va falloir que le maître d'ouvrage justifie, lorsqu'il utilise ces solutions-là, qu'il est bien évidemment conforme au résultat minimum requis. Donc, on va voir que c'est la contrainte. Et je pense que j'ai entendu tout à l'heure monsieur expliquer que son projet était antérieur à ESSOC. Donc, mais n'empêche que quand on voit le cheminement qu'il faut faire pour arriver à avoir une solution d'effet équivalent, j'entends beaucoup d'architectes qui un peu font marche arrière. Donc il y a quand même un certain nombre de contraintes, donc on peut passer. C'est quand même apporter la preuve, attestée par un tiers certificateur indépendant, que l'on atteint par des moyens innovants des résultats équivalents à ceux fixés par les règles auxquelles on a dérogé. Et tout ça, c'est quand même un schéma qui a un prix, alors qui est pas gratuit, bien évidemment. Alors évidemment, les premiers essais qui étaient faits à partir de ESSOC 1 ont été financés par le ministère, c'est-à-dire qu'il y avait eu une sorte de bourse qui avait été donnée pour que les maîtres d'ouvrage puissent utiliser ce moyen-là. Ils ne l'ont pas véritablement utilisé, hein, malheureusement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on ait énormément d'engouement sur la solution d'effet équivalent. Voilà. Mais en tout cas, il y a une solution qui existe. Alors, on peut avancer, Christine, à moins que... Voilà. Alors, il faut savoir que, en toute logique, le permis d'expérimenter n'entraîne pas de façon générale le recours à des techniques non courantes. J'ai expliqué que si vous commencez à faire du permis d'expérimenter, vous allez quand même devoir vérifier que vous restez malgré tout sur des techniques courantes telles que les assureurs les prévoient. C'est-à-dire que c'est effectivement toute la colonne de gauche tout à l'heure avec ces fameux DTU qu'il faut respecter, ces règles professionnelles, les ATEX quand on est sur des solutions particulières. Voilà. Donc ça demeure. C'est-à-dire que la loi ESSOC 2 ne vient pas nous exonérer de tout ça. Donc on reste soumis aux mêmes contraintes. Voilà. Donc pourquoi je vous dis ça ? Parce que de l'autre côté, ça ira mieux. Parce que vous allez dans tous les contrats de vos partenaires, bureaux d'études, pas assurés auprès du groupe MAF, entreprises, vous allez avoir systématiquement cette fameuse clause. Ça veut dire que dès que vous sortez de ces conditions-là, vous n'êtes plus assuré. Vous n'êtes plus assuré. Donc ça veut dire qu'il va falloir automatiquement à chaque fois faire ce travail, que l'entreprise ou le bureau d'études qui n'a pas effectivement cette liberté d'agir obtienne de son assureur une dérogation. Sur le réemploi, j'ai le mode d'emploi, c'est un vrai parcours du combattant, puisqu'il va falloir que, notamment par exemple sur le réemploi,
que le produit soit contrôlé, soit vérifié, soit estampillé par un organisme tiers qui va vérifier que la qualité du produit correspond aux règles actuelles et peut encore faire une décennale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on fait du réemploi et qu'on a un maître d'ouvrage, il faut avoir une vraie volonté parce que ça coûte beaucoup plus cher que prendre des matériaux neufs. Puis j'imagine que ça prend du temps aussi. Ça prend du temps. Donc ça perturbe le calendrier d'un chantier. Tout à fait. Donc l'architecte, effectivement, son rôle, c'est de pousser dans ce sens-là. Et la MAF est partenaire des architectes sur ces effets innovants. Enfin, en tout cas, bon, le réemploi, ce n'est pas de l'innovation, mais en tout cas, c'est aussi un sujet d'importance aujourd'hui dans notre monde actuel. Et je dirais qu'aujourd'hui, la vraie question, ça va être est-ce que l'architecte va pouvoir faire ce pas en avant, proposer des solutions d'innovation et être pas tout seul à la fin en cas de sinistre, parce que malheureusement, le sinistre n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Je suis le premier à le dire. On a tous, à un moment donné, un sujet qui est soit lié à une erreur de conception, ce qui est quand même, je vous rappelle, aujourd'hui à peu près 14% des sinistres. Donc ça veut dire qu'on est quand même très dépendant aussi de la qualité d'exécution des entreprises, où c'est quand même la grosse partie des sinistres. Et je vous rappelle qu'il existe un coup près redoutable dans notre système judiciaire, c'est la condamnation in solidum. Et donc ça veut dire que si vous êtes face à une problématique liée à cette solution d'effet équivalent avec des techniques qui sont considérées comme non courantes par les assureurs, le juge, lui, ne s'encombre pas. Il va condamner l'ensemble des acteurs et l'architecte, c'est quand même le roi au milieu de tout ça. Hein. Il y a quelques jours, on nous a expliqué qu'on avait rencontré Dieu sur une grosse affaire judiciaire. L'architecte a quand même un rôle très, très, très important au niveau du juge. Et donc, le devoir de conseil étant une porte d'entrée très facile pour retenir les architectes, l'architecte se retrouve à la fin condamné in solidum avec des gens qui ne sont pas assurés. Donc, vraiment, il faut le faire, il faut avancer parce qu'on n'a pas le choix. Et que ce soit les matériaux biosourcés, que ce soit le réemploi, que ce soit l'innovation, on a des réglementations qui s'entrechoquent, qui ne sont pas du tout faites pour être ensemble. Donc ce travail de l'architecte d'essayer d'améliorer, in fine, je retiens ce que dit Michel Raymond, je répète toujours, et mon président était avec moi il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une intervention, la première chose que je dis, c'est le programme. Le programme. Et on a eu beaucoup d'échanges sur la qualité d'un programme. L'architecte, il a un rôle fondamental. Il va être effectivement le moteur, mais surtout, il ne faut pas qu'il soit seul. Et ça, ce qu'on essaie de dire à nos adhérents, c'est allez-y, mais franchement, n'hésitez pas même à nous solliciter face à des sujets de cette importance. En fait, on voit que des choses sont mises en place pour favoriser justement cette innovation, une évolution des façons de travailler, de façons de construire, etc. Et qu'en fait, la mutuelle, la MAF, qui a quand même une réputation d'agilité, doit être encore de plus en plus agile, parce que finalement, les obstacles perdurent, en fait. Donc, il y a un état d'esprit qui change, qui va bouger, si je comprends bien, mais en même temps, avec véritablement une très, très grande vigilance sur laquelle vous attirez l'attention des architectes. C'est très très lent. Si on prend les règles professionnelles en matière de paille, par exemple, ça a mis 15 ans pour arriver à avoir une capacité d'assurance à peu près générale. 15 ans. Aujourd'hui, sur le réemploi, on en a au moins encore pour 15 ans avant de voir les assureurs commencer à être beaucoup plus souples dans l'application de leur garantie. Et en plus, toutes les filières ne sont pas encore constituées ou structurées pour assurer, donc c'est quand même des sujets complexes. Pour tout vous dire, actuellement, il y a un groupe de travail à la Fédération des assureurs qui consiste à reprendre cette fameuse clause que tous les assureurs ont dans leur contrat, qui est une clause rédigée par la Fédération et dans laquelle ils vont rajouter le réemploi. Donc ils vont l'écrire que c'est effectivement des techniques non courantes. Bon, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement, il va falloir être très vigilant et c'est possible, mais il faut effectivement savoir que le risque n'est pas négligeable pour l'architecte lorsque tout le monde ne joue pas le jeu derrière. Voilà. Et l'architecte est habitué à prendre des risques, hélas. Avec la MAF. Et puis en plus, il n'est pas forcément le plus soutenu qu'il l'a été par le passé, donc c'est pas simple. Merci beaucoup Michel. Est-ce que quelqu'un dans la salle ou bien sur le plateau veut rebondir sur ce qui s'est dit, poser des questions aux participants? C'est Marc Barani, peut-être piaffe d'impatience de parler? Non, même pas. Tu veux pas nous soutenir? Monsieur Martinez? Non? Non. Anne? Oui, je voulais rebondir sur le... Ça marche là? Oui, je voulais rebondir sur ce carcan législatif et des réglementations. J'ai bien compris que vous aviez dissocié un peu tous ces éléments et la dimension assurantielle. Mais là, il est quand même, on va dire, on est
dans une phase où on se rend compte qu'il faut complètement changer notre façon de concevoir et on n'a pas l'outil adapté pour le faire. Donc ça, c'est bien sûr qu'il va falloir faire des retours d'expérience. Donc je parlais rapidement de l'appel à manifestation d'intérêt. C'est vraiment l'idée qu'on va rentrer dans une ère où l'innovation, c'est-à-dire la façon de concevoir en fait les données qui sont en notre possession, les enjeux carbone, les enjeux de développement des villes, la préservation des territoires, on va devoir changer nos modes de conception. Mais on n'a pas les outils normatifs pour ça. Donc il faut vraiment, moi je pense, accompagner ces retours d'expérience par déjà systématiquement peut-être faire des vagues de normalisation. On est toujours sur les questions des IMH qui sont toujours pas atterries. Les IMH, c'est quoi? C'est simplement la possibilité de ne pas déterminer trop vite des programmes domestiques. C'est-à-dire ça, pouvoir superposer dans un immeuble. Ce qui se passe dans les immeubles haussmanniens, on ne peut pas le faire dans les immeubles bureaux. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez anormal sur la façon de dire qu'il y a une distorsion entre ce qu'on faisait avant et ce qu'aujourd'hui on peut faire, alors qu'on est censé innover dans l'acte de construire. Donc là, il y a peut-être des rencontres. J'en parlais avec Emmanuel Cos lors de la EMI, c'était l'idée peut-être qu'il faut mettre autour de la table les assurances, le pouvoir législatif, l'État, quelques experts en fait qui ont un retour d'expérience par rapport à qu'est-ce qui est important de normaliser, parce que franchement, les dispositions équivalentes, c'est une usine à gaz. Les architectes vont perdre toutes les plumes qu'il leur reste, et les maîtres d'ouvrage n'iront pas dans cette... D'ailleurs, vous avez très peu de retours, hein. Donc ça peut être qu'une période transitoire. Marc est décidé. Finalement, oui. Oui, non, on a participé à la loi CAP avec le groupe de recherche innové, et donc on est à l'origine du permis de faire. Donc il y a toute une histoire sur le permis de faire qui est géniale, parce qu'il s'est renommé plusieurs fois selon les acteurs qui s'en sont occupés. Et là, petit à petit, ça avance quand même. Il y a des choses comme ça. Bon, voilà. Non, ce que je voulais dire simplement, c'est qu'on prend la réglementation comme un cadre normatif, mais elle a une donnée d'entrée culturelle. Et tant qu'on ne le saura pas, parce qu'on part d'innover comme une sorte d'incantation comme ça à l'innovation, mais il faut d'abord qu'on détermine pourquoi, où et comment. Il y a toute une série de choses qui existent et qu'on n'a pas besoin forcément de rebrasser. Donc, innover pourquoi et comment. Et à partir de ce moment-là, les réglementations vont pouvoir se mettre en ordre de bataille. Je disais toujours cet exemple d'une école au Danemark, sur plan carré, comme ça on rentre au milieu, et puis il y avait toutes les classes vitrées sur le paysage et sur la cour intérieure. C'est pas une cour intérieure, sur l'espace intérieur. Je me dis, c'est incroyable le fric qu'ils ont pour vitrer tout en coupe-feu, quoi. Hein, je vais regarder, c'est pas du coupe-feu. Donc, c'est des enfumés, c'est sprinklé. Ils ont adapté une réglementation pour vivre à l'intérieur, parce qu'ils sont obligés de vivre à l'intérieur. Donc, ils attaquent le feu, les pompiers, de manière différente. Les assurances ne sont pas les mêmes. Les dispositifs de sécurité ne sont pas les mêmes. Ils avaient un objectif. Et à partir de ce moment-là, les réglementations se sont adaptées. Donc, tant qu'on n'aura pas un objectif partagé, clair, le plus clair possible, on voit à peu près autour de quoi ça tourne, ça va se clarifier. On ne sera pas mettre en ordre parce qu'on est en train d'essayer de les régler par rapport aux règles, on fait des règles pour dérégler. Enfin, on voit bien qu'on ne pourra jamais s'en sortir. Plus, c'est la question des assurances, évidemment, qui sont centrales. Mais la réglementation, c'est un acte de création à part entière. Aujourd'hui, c'est tellement coincé qu'il faut absolument que les architectes en infiltrent, y compris le CSTB, tous ces organes, et qu'on puisse orienter les choses, c'est-à-dire faire notre boulot, qui est un boulot de synthèse, essentiellement. Après, ce qu'il faut quand même aussi avoir à l'esprit, c'est que quand on parle des acteurs, il y en a un qu'il ne faut pas oublier, ce sont les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, toutes ces lois, toutes ces règles, l'Insolidum, c'est la protection du consommateur à tout va. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de partage du risque. Enfin, vous voyez bien, quand vous avez un sinistre, vous avez rarement un maître d'ouvrage qui va être retenu en responsabilité. Il faut vraiment qu'il en ait fait beaucoup. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le risque, il n'est pas porté par le principal acteur qui est le maître d'ouvrage. Oui, et en plus, quand vous avez cet effet de Insolidum, on est aussi dans un dispositif où les équipes aujourd'hui, pour fabriquer les projets,
de par les appels d'offres, sont souvent constitués de gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas le temps de travailler ensemble et qui après se retrouvent solidaires de on ne sait pas trop quoi, ce qui est aussi un souci. Sans le vouloir. Sans le vouloir, absolument. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui mériterait quand même peut-être un groupe de travail éclairé pour peut-être... parce que souvent, on s'aperçoit que les appels d'offres sont faits comme ça parce que les gens veulent bien faire, donc ils rajoutent des cases et des intervenants. Et finalement, après, c'est totalement contre-productif. Et l'architecte se retrouve quand même en première ligne pour peu qu'il soit mandataire, ce qui est un vrai sujet. Oui. Moi, je trouve que il y a... Vous m'entendez? Oui. Il y a quand même il y a beaucoup de mauvaises nouvelles dans ce que vous nous racontez, notamment sur la loi Spinetta, qui en fait... alors, est-ce qu'on l'abroge? Enfin, ou c'est une question... ou est-ce qu'on... Parce que c'est une vraie... si en fait on peut y arriver, moi je suis preneur. si on n'arrive pas à appliquer la loi ESSOC 2 et le permis d'expérimenter sans abroger la loi Spinetta, parce qu'on a parlé de réglementation, mais toutes celles-là, elles se superposent. C'est-à-dire que on arrive avec, comme disait Marc Barani, on rajoute une couche de réglementation, plutôt de procédure. Le permis d'expérimenter, c'est une procédure où il faut, à chaque niveau, contrôler. Il y a un bureau de contrôle indépendant, comme une sorte de bureau de contrôle bis qui vient rajouter de la procédure dans une procédure qui est déjà complexe, avec un bureau de contrôle, un CSP, enfin, voilà. Et donc, en fait, moi, j'entends que c'est une mauvaise nouvelle. Après, il y aura peut-être des bonnes nouvelles, c'est-à-dire notamment le fait que tout le permis d'expérimenter aujourd'hui n'est pas forcément sur des innovations constructives, mais sur des innovations de réglementation, notamment la réglementation incendie, qui n'a pas forcément rapport avec un changement de technique, des questions de ventilation, d'isolation, des questions d'accessibilité également, qui sont aussi des sujets lourds pour la conception pour les architectes. Donc voilà, moi je vois des portes de sortie qui ne sont pas seulement constructives. Après, effectivement, moi je suis assez d'accord avec ce que disait Marc Barani. Si demain on veut mettre le réemploi au cœur d'un projet de société, parce qu'en fait aujourd'hui c'est en train d'arriver et je ne suis pas sûr que ce soit plus cher. Si on prend l'actualité du monde du bâtiment, quand vous avez le bâtiment qui a pris 18% durant les 3 dernières années en termes de coûts, les pénuries de matériaux qu'on a eues avant la guerre en Ukraine, qu'on va continuer d'avoir avec cette guerre, malheureusement, la question du réemploi se pose de manière urgente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux récupérer en réemploi des portes, des ouvrages fonctionnels. Je ne suis pas sûr que ce soit plus cher et que je ne les ai pas dans des délais plus raisonnables en étant en réemploi aujourd'hui, dans certains cas. Et donc, en fait, moi, je pense que c'est effectivement aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose à adapter très rapidement, et pas que de manière économique, mais d'un point de vue légal, c'est effectivement la capacité à faire beaucoup plus facilement du réemploi dans les projets de construction, y compris que le bureau de contrôle soit capable de valider la conformité de tel ou tel produit qui arrive sur le chantier de manière très simple. Donc moi, je suis pas aussi... on essaye d'être optimiste, malgré les mauvaises nouvelles là, que moi, j'avais pas forcément en tête sur la question de la loi Spinetta. Mais il faut qu'on soit... optimiste, notamment si effectivement un projet de réglementation est un projet de société. Pour moi, la réglementation sur les réemplois, elle doit avancer dans un sens de simplification, parce que un métal qui reste une molécule d'acier, une inspection visuelle peut permettre de le remettre sur le marché. Les entreprises prennent aussi des responsabilités. Il y a des processus, notamment les échafaudages, ça se remonte très bien et il y a un très bon... il y a beaucoup de choses comme ça qu'on pourrait faire de manière assez simple, sans forcément passer par des couches de procédures supplémentaires. Je vais peut-être rebondir pour réarticuler les choses entre vous, en fait, parce que ce qui est intéressant, c'est à la fois l'optimisme de Damien, et je pense qu'il faut le partager, parce que l'optimisme est toujours porteur, et les jeunes générations le sont aussi, et c'est très intéressant. Et je voudrais rebondir à travers ce qu'il dit sur quelque chose qui est cher, je sais, au cœur de M. Martinez, puisque vous évoquez souvent la nécessité de la présence de l'architecte sur le chantier. Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet qui est assez crucial, parce que l'innovation, certes, il y a les lois, il y a tout ce qui la favorise et tout ce carcan qu'on évoque, mais en fait, tous les bons architectes savent que sur un chantier, pour peu que les entreprises soient bonnes aussi,
et que les bureaux de contrôle fassent aussi leur boulot au lieu de faire des coupés-collés, on peut inventer des trucs. C'est-à-dire que moi, j'ai vu le cas sur un conservatoire dans le 12e arrondissement où on utilise la céramique dans ses plus grandes hauteurs. Il fallait mettre en terrasse un garde-corps stupide. Et bien en fait, on a accepté que le panneau de céramique monte plus haut. Comme ça, l'architecture est plus belle. Et puis finalement, ça s'est fait. Et le bureau de contrôle l'a validé. Et ça, je trouve que c'est vraiment des choses tout à fait encourageantes, mais qui reposent sur la présence de l'architecte sur le chantier, sur le fait qu'il n'y ait pas un barda de bataillon d'armée mexicaine, et sur le fait aussi qu'on puisse s'entendre pour fabriquer l'architecture comme elle se fabriquait par le passé, c'est-à-dire avec pragmatisme, intelligence, et bien sûr dans le respect des lois, des choses assurantielles qu'il ne s'agit en aucun cas de négliger. Tu parles d'un monde idéal. Alors comment on fait pour que les architectes soient bons, les maîtres d'ouvrage soient bons, les entreprises soient bonnes, les bureaux d'études soient bons, les bureaux de contrôle soient bons et les assureurs soient bons? Explique-moi. Moi, je ne sais pas, mais apparemment, nous avons 3 grands prix de l'architecture. Moi, je n'en connais pas d'autres. Donc, vous connaissez les gens du ministère, vous connaissez des avocats, vous connaissez des juristes, vous connaissez des assureurs. Moi, j'y peux rien. Il faut bien s'amuser un peu dans une table ronde. Non, mais ce que je veux quand même, il ne faut pas partir du principe que je suis pessimiste. Ah non, je n'ai pas dit ça, au contraire. J'ai d'ailleurs mis le permis d'expérimenter n'entraîne pas de façon obligatoire le recours à des techniques non courantes. Donc je rejoins ce que vous dites. Maintenant, il faut aussi que nous soyons sous forme d'alerte pour les architectes. Moi, je ne vois que ce qui ne va pas. Vous avez raison. Mais il y en a quand même tous les jours des choses qui arrivent chez nous et qui ne vont pas et qui peuvent être extrêmement embêtantes pour nos adhérents. Donc on ne peut pas non plus se mettre la tête dans le sable en se disant il faut avancer. Oui, il faut avancer, mais il faut que tout le monde avance en même temps. Et aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, la problématique du réemploi des matériaux biosourcés qui n'ont pas de règles professionnelles, par exemple, ou un certain nombre de choses, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui avancent en même temps que nous. Voilà. Je vous le dis parce que nous, les architectes assurés à la MAF, ils n'ont pas besoin de nous demander. Ils peuvent utiliser n'importe quel matériau, faire n'importe quel type d'ouvrage. On ne va pas faire un refus de garantie en cas de sinistre parce qu'il n'y a pas de contrainte dans nos contrats. Mais moi, ce qui me gêne, c'est qu'à la fin, quand la facture arrive et que la facture est très très importante, voire quelquefois démesurée, il ne faut pas que ça repose sur une personne. Vous ne pouvez pas être, vous, le porteur du risque du projet. Enfin, ce n'est pas possible. Enfin, je ne sais pas. C'est pour ça que les bureaux de contrôle et les maîtres d'ouvrage doivent prendre leur responsabilité au même titre que les architectes. J'ai un de nos adhérents qui m'a appelé il y a 15 jours sur un projet de réemploi important à Strasbourg. Le bureau de contrôle qui a été choisi par le maître d'ouvrage, c'est un problème de récupération de briquettes sur un bâtiment existant, on va reconstruire à côté. Le bureau de contrôle qui était censé être d'accord sur le sujet, maintenant il considère qu'il faut faire contrôler chaque brique par un organisme extérieur. Chaque brique. Oui, l'architecte me demande si lui peut le faire. Non, l'architecte ne pourra pas le faire. Dans ce cas-là, on change de bureau de contrôle. Voilà. On change de bureau de contrôle. Non, mais c'est... Oui, mais c'est pas. Non, mais en fait, ça montre les limites de l'exercice. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, j'ai voulu m'amuser en allant dans l'autre sens. Mais la chance, quand même, et ça, c'est vraiment tout à fait important. Parce que, bon, moi, je travaille... je fais régulièrement des articles avec la MAF dans le cadre d'une rubrique professionnelle. Et c'est vrai que je pense que par rapport à tout ce contexte qui est complexe, on ne dira jamais assez aux architectes de voir les questions avec la MAF avant qu'elles se posent. Et je pense que pour des gens comme vous qui ont véritablement cette volonté d'innover et qui est tout à fait pertinente et intelligente, mais c'est vrai que dans l'état actuel des choses, il y a un bout de prudence, parce qu'effectivement, ce que dit Monsieur Klein, c'est que ça peut être, dans l'état actuel des choses, vous demandez de contrôler chaque brique, peut-être l'enduit entre les briques, et peut-être... et c'est ça qui est très très compliqué pour arriver à articuler les choses. Parce que par rapport à ce que disait Marc tout à l'heure sur l'exemple danois, on sait très bien que les réglementations et les lois dans les différents pays ne sont pas les mêmes. Pourquoi les projets des Japonais font rêver? Parce que c'est immatériel. Mais en réalité, quand ils construisent en France, on le voit encore dans un projet récent au musée Albert Kahn, c'est pas pareil, hein, parce que les normes ne sont pas les mêmes, les règles ne sont pas les mêmes et tout ça. Et donc, ça dénature les choses. On n'a pas besoin d'aller très loin, hein. On n'a qu'à aller aux Pays-Bas, les architectes ne sont pas traités du tout de la même façon. Hein. Oui.
Oui, non, mais je crois que ça c'est le cœur du sujet, parce qu'en fait, il y a le rapport à la confiance dont tu disais, les architectes doivent être présents à tous les stades du projet, mais également qu'ils soient... C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Martinez. Oui. Non, mais bon, ça, on va dire, ça tombe sur le sens quand même. Je veux dire, c'est voilà. Et le fait est que le rapport à la confiance en haut lieu, c'est déterminant. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu, Michel, tu disais qu'en Belgique, il y a un rapport en fait à la maîtrise d'ouvrage qui est complètement différent. Donc on est bien sans faire aucun corporatisme. C'est-à-dire que la question de l'architecture comme intérêt public majeur, il doit quand même être encore une fois identifié, et que pour pouvoir faire ces innovations, il faut bien qu'effectivement, je vous ai entendu dire que l'architecte était, on va dire, un des protagonistes importants pour faire une synthèse et trouver des projets capables d'avancer sur ces questions de réglementation. Donc on est bien là à quelque chose qui doit être fait au plus haut niveau en termes d'identification de l'architecture comme intérêt public, en identifiant les points en fait qui sont d'urgence à prioriser. Moi, il y a un truc dont je suis assez certaine, c'est que la question du rapport au climat va devoir faire accélérer cette conscience d'efficacité. Parce que ce n'est pas en donnant la main uniquement, on va dire, aux entreprises ou à des grands groupes qu'on va résoudre le problème, on va dire, dans son acuité, sa précision, son humanisme, au sens où, en fait, il y a quand même forcément une attention à l'environnement et au social. Et ça, la question, quand la réglementation, elle va retrouver, en fait, l'objet de sa destination, c'est-à-dire ses choix, en fait, on va dire pourquoi on va réglementer. Aujourd'hui, c'est quoi notre société ? Donc là, je pense qu'il va y avoir une plus grande confiance. Enfin, c'est vraiment la question de la confiance, hein, effectivement. Oui, c'est la question de la confiance, c'est de l'intelligence des choses et des groupes de travail. Moi, j'avais participé il y a quelques années à un groupe de travail où l'Ordre des architectes était partenaire, les deux ministères également, sur les normes handicapées, avec des handicapés d'ailleurs qui participaient également, et c'était assez édifiant parce que finalement pour le logement quand on voyait qu'on pouvait danser dans une salle de bain en tournant en rond sur son fauteuil et que les salons étaient petits à cause de ça, et il y avait deux handicapés qui étaient tous les deux dans des fauteuils complexes parce que c'était des handicaps lourds, l'un voulait une baignoire et pas de cloison et l'autre voulait autre chose, donc ça a réussi quand même à faire bouger les lignes parce que des gens se sont mis autour de la table avec une forme de pragmatisme, et c'est pour ça que c'était intéressant d'évoquer tout à l'heure la réglementation pompier, parce que là, ils avaient apporté le responsable de cette réglementation pour la préfecture de police avait donné des idées pour déroger à des choses. Après, c'est des minuscules dérogations, ça prend du temps et tout, mais enfin, ça fait un peu avancer les choses. C'est des lignes qui bougent. Merci Christine. Oui, non, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'est-ce qui se passe à l'étranger et comment on innove à l'étranger. Et notamment en pays axe libéral anglo-saxon. L'architecte, il fait partie d'un dispositif général. En général, c'est post-diplôme, où il y a des labs, ce qu'ils appellent des labs, ou des learning centers, tout ce qu'on veut, où il y a l'architecte entreprise, fabricant logiciels, souvent industriels, ils se mettent ensemble, et l'innovation, c'est une question de pognon. Enfin, c'est clair, parce qu'ils ont de quoi expérimenter, ils investissent, et ils changent la réglementation après avoir eu toutes les autorisations possibles. Donc la réglementation, elle a aussi une version financière, c'est-à-dire que nous, comme Archi, on est là en disant tout ce qu'il faut faire, mais quels moyens on a pour faire tout ça ? Zéro. Si ce n'est de se faire plomber à la fin quand il y a un truc qui ne marche pas. Donc il faut changer le moteur. Alors, le problème de l'axe libéral dont je parle, c'est que c'est des sortes de start-up qui ne voient pas l'intérêt général de l'architecture. Ils ne sont pas sous la loi de 77. Ils voient les gains de productivité, le fric qu'on peut faire, parce que c'est tellement archaïque le bâtiment qu'il y a des gains de productivité énormes. Mais on risque là encore de se faire doubler par un dispositif qui va fonctionner indépendamment de nous. Et passer par la réglementation et par l'État, c'est qu'un aspect des choses. Aujourd'hui, dans le monde entier, ils passent par autre chose. Ils prennent des investisseurs, ils sont capables de lever des fonds et de changer une norme pour pouvoir construire mieux, vite, la préfabrication, la 3D, etc. Donc il faut bien avoir conscience de toutes ces histoires, en tous les cas, à minima, les observer pour en tirer quelques leçons. Quelqu'un a-t-il autre chose à ajouter, Michel ? Bon, donc on va se quitter très très bons amis.